À la fin de l'année 2020, la surprise est véritablement, après quelques mois de Covid, de pandémie de Covid et les confinements et tout ce qu'on a connu dans l'année 2020, la grande surprise est véritablement venue de l'économie. Parce que, contre toute attente, la reprise qu'on avait déjà escomptée relativement forte était beaucoup plus forte que prévu. Même la Chine, malgré des mois et des mois de confinement et de restrictions liées à la pandémie de Covid, puisque la Chine avait une stratégie zéro Covid, même la Chine, et surtout la Chine, avait rattrapé finalement son année 2020 et affiché une croissance, certes minime, mais elle affichait quand même une croissance économique positive. Les États-Unis et les pays européens se révélaient en retard par rapport aux prévisions, à ce qui se serait passé en 2020 s'il n'y avait pas eu cette pandémie, mais moins en retard qu'escompté au départ, avec des retraits de la croissance inférieure à 10%. Et puis le reste du monde, les pays africains en particulier, un certain nombre de pays d'Asie, n'avaient quasiment pas subi de choc lié à cette pandémie. Donc ça, c'était la surprise de la fin de l'année 2020, ce qui ouvrait en fait des perspectives relativement positives dans l'année 2021. Et c'est vrai que un an plus tard, décembre 2021, on se retrouve dans une situation qui questionne bien plus. Et le rapport de l'OCDE, en fait, c'est aussi ce qu'il nous dit, c'est l'incertitude de cette croissance. Et incertitude, il faut vraiment prendre le mot à la lettre. C'est pas l'incertitude sur le fait qu'il va y avoir de la croissance ou pas de croissance, c'est l'incertitude dans la façon dont va se répartir cette croissance contre toute attente. Et alors que l'Asie et la Chine s'en étaient extrêmement bien sortis en 2020, il semblerait qu'en 2021, ce soit plutôt les pays les plus développés, en Europe et aux États-Unis, que la croissance soit la plus forte et que la croissance se révèle la plus forte en 2022 et probablement en 2023. Donc ça, c'est un premier élément, avec des incertitudes qui restent sur la façon dont la pandémie va frapper les pays du Sud, les pays africains par exemple, en contre-coup, de manière assez indirecte en fait, puisqu'ils n'ont pas forcément été tellement affectés par les restrictions liées à la pandémie. Donc la façon dont la pandémie va les affecter en 2021 et en 2022, et surtout un ralentissement plus rapide que prévu en Chine, là aussi dans une situation qui est en miroir à l'opposé de ce qu'elle était à la fin de l'année 2020. Donc on est vraiment dans cette situation. Et puis le rapport de l'OCDE souligne d'autres incertitudes. On a une inflation qui est repartie à la hausse depuis le début de l'année 2020, dont on a pensé au départ qu'elle était essentiellement liée à l'augmentation du prix de l'énergie, et donc que ça allait se tasser et que l'inflation allait redescendre. Et au fur et à mesure des publications, au fur et à mesure que les statistiques sortent, on s'aperçoit que cette inflation se renforce. Alors on ne peut pas aujourd'hui totalement exclure le facteur énergie. Elle est bien évidemment essentiellement expliquée par l'augmentation des prix de l'énergie, cette inflation, par les pénuries d'un certain nombre de consommations intermédiaires pour les entreprises qui pénalisent très fortement l'offre, et en pénalisant l'offre font monter les prix, mais pas que. Il semblerait également que nous soyons arrivés à un moment donné où l'abondance de liquidités sur les marchés, où les pénuries de travailleurs également et les tensions sur le marché du travail nous ouvrent une nouvelle ère où l'inflation sera plus élevée qu'elle ne l'était par le passé. C'est en tout cas la conclusion que fait le rapport de l'OCDE. Il ne pense pas que l'inflation va se maintenir au niveau où elle est aujourd'hui dans les pays les plus développés. Il faut rappeler les derniers chiffres. Les États-Unis sont sur un taux de 6% d'inflation, le même taux pour l'Allemagne. La Belgique dépasse les 7% et la France se limite à 3,5% d'inflation uniquement parce qu'elle est moins dépendante de ses importations de pétrole que les autres pays. Donc on voit qu'on est sur des tendances extrêmement fortes. Il faut peut-être rappeler que l'objectif d'inflation de ces
grandes zones économiques, c'est 2%, et que jusqu'au début de l'année 2020, ni les États-Unis ni l'Europe ne parvenaient à atteindre cet objectif. On était plutôt sur des taux d'inflation qui étaient inférieurs à 1 pour les Européens, autour de 1 à 1,5% pour les États-Unis. Donc c'est quand même une nouveauté et ça change beaucoup de choses sur le plan économique et en particulier ça questionne sur les politiques monétaires puisque face à une inflation qui augmente, il faut resserrer les politiques monétaires, ça veut dire augmenter les taux d'intérêt pour limiter la demande et limiter l'augmentation des prix. Or, dans un contexte de dette liée au Covid, de dette publique extrêmement élevée, mais pas que la dette publique, de dette également des entreprises et des acteurs privés, il est bien évident qu'il est très compliqué d'augmenter les taux d'intérêt parce que vous renchérissez de fait le coût de la dette et donc vous mettez en difficulté un certain nombre d'acteurs, voire pour des acteurs privés ou certains acteurs publics, eh bien vous les mettez en risque de défaut de paiement. Alors, la crise du Covid a profondément changé, modifié nos habitudes de consommation. Elle les a modifiées à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a été confinés et qu'on a été obligés, ne pouvant plus sortir, de commander en ligne et on a pris des habitudes, on s'est habitué à commander en ligne. Donc c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus ou moins affectés, certains plus que d'autres, puisqu'il y a des activités qui se prêtent moins à la commande en ligne et qui vont plus souffrir. On s'aperçoit par exemple que le secteur du tourisme a du mal à reprendre, à retrouver sa vigueur d'avant la pandémie de Covid. Alors certes, on peut réserver son voyage en ligne, mais il est bien évident qu'au moment de voyager, il faut bien prendre le train, l'avion, se déplacer et avec les restrictions qui perdurent, voire qui se renforcent liées au Covid, eh bien les gens n'anticipent pas et on ne voyage plus. La question est de savoir est-ce qu'on ne voyage plus parce qu'il y a encore des restrictions ou est-ce qu'on ne voyage plus parce que on s'est habitué à profiter plus d'activités locales et qu'on n'a plus tellement envie de bouger, ça l'avenir nous le dira. Mais on a véritablement ces évolutions des consommations. Il y a un deuxième élément qui nous a poussé à changer notre mode de consommation au-delà du confinement, c'est aussi une prise de conscience d'un certain nombre de phénomènes ou une amplification de la prise de conscience d'un certain nombre de phénomènes. Alors on pourrait en citer plusieurs, mais les plus importants probablement sont du changement climatique, avec la volonté d'adapter sa consommation pour qu'elle soit plus compatible avec la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est une tendance extrêmement forte qui commence à véritablement s'observer dans les statistiques du commerce des ménages. Et puis un deuxième élément, c'est aussi bien ces pénuries qu'on a pu avoir au début de la pandémie liées à l'arrêt de l'économie, l'arrêt de la production d'un certain nombre de produits en Chine et qui a mis en lumière notre forte dépendance vis-à-vis de cette économie chinoise avec la volonté finalement de relocaliser, de réindustrialiser pour être moins dépendant de nos importations à l'avenir. Et donc là aussi, on voit que les entreprises comme les ménages commencent à adapter leur consommation, commencent à adapter leurs achats pour changer leur façon de faire. Enfin, il y a un troisième élément qui intervient aussi dans les évolutions structurelles que nous sommes en train de vivre, bien c'est le renforcement du télétravail, du travail à distance, d'un travail beaucoup plus sur mesure au cas par cas, surtout bien évidemment dans les services, puisque quand il s'agit de produire du produit, il faut bien être à un moment donné face à une machine pour arriver à produire de la matière, mais cette organisation du travail à distance qui au fond permet à chacun d'aller vivre au plus près de la nature, de vivre différemment, de penser sa vie différemment, de penser son travail différemment, et puis avec des exigences qui vont aussi croissante vis-à-vis des employeurs et on voit partout dans le monde et surtout dans les pays les plus avancés, mais c'est très net aux États-Unis où les salariés ne sont pas habitués à descendre dans la rue pour manifester et où on les retrouve aujourd'hui massivement dans la rue pour réclamer des augmentations de salaire. Alors bien évidemment, il y a une demande d'augmentation de salaire parce qu'il y a de l'inflation et que face à l'inflation, bien ils veulent que leur salaire soit aligné pour ne pas perdre en pouvoir d'achat, mais il y a aussi, et il ne faut pas négliger cette
aspect-là, il y a aussi une réflexion nouvelle sur les conditions de travail, sur les attentes vis-à-vis de son travail. Aux États-Unis, vous avez quasiment 30 millions d'individus qui aujourd'hui ne souhaitent pas reprendre leur emploi comme avant, souhaitent travailler différemment. Et on voit ce phénomène se produire un petit peu dans tous les pays et les économies les plus avancées. C'est un phénomène qui concernait essentiellement les jeunes générations avant la pandémie de Covid. C'est un phénomène qui tente à se généraliser et qui va effectivement profondément modifier nos modes de vie et donc de facto nos modes de consommation. Bien évidemment, quand on a ces évolutions des modes de vie, ces évolutions des modes de consommation, eh bien, on a des demandes nouvelles qui n'ont pas forcément été anticipées par les entreprises et qui créent des pénuries. Donc ça, c'est un premier élément des pénuries. Mais c'est un élément structurel. Donc ça, c'est très important parce que si on considère que ces changements sont majeurs, sont massifs, bien évidemment, ces pénuries vont durer. Et si ces pénuries durent, on peut imaginer que l'inflation va s'installer dans la durée. Or, c'est un vrai débat aujourd'hui entre les économistes, entre ceux qui pensent qu'on arrivera sans aucun souci à juguler l'inflation et qu'elle va disparaître d'elle-même, et ceux qui expliquent que non, c'est un phénomène bien plus structurel qu'on ne l'imagine. Simplement, les pénuries, elles viennent aussi d'un autre élément, c'est la reprise économique qui est plus forte que prévu après la pandémie, parce que les gens ont épargné, parce que les gens ont plus envie de consommer, et il est bien évident que face à une reprise économique plus forte que prévu, eh bien, les entreprises qui en plus ont ralenti les cadences depuis plusieurs mois parce que le confinement, parce que la pandémie, parce que le ralentissement de l'économie mondiale pendant toutes ces périodes de confinement, il est bien évident que les entreprises ont du mal à se remettre en ordre de marche, surtout qu'il faut bien comprendre aujourd'hui une production. C'est toute une chaîne de valeur, c'est toute une chaîne de production qui est répartie partout sur la planète, depuis la Chine où on produit un certain nombre de composants jusqu'à d'autres pays asiatiques où on assemble ces composants, et en amont des designers, des marketeurs et autres qui ont pensé le produit et qui ont dessiné le produit. Et en fait, tout ça s'est déconnecté pendant plusieurs mois parce que les contraintes sanitaires. Et aujourd'hui, eh bien, il faut un petit peu de temps pour que la machine se remette en marche, en ordre de marche comme elle l'était par le passé. Donc vous avez un problème d'offre et de l'autre côté, vous avez une demande qui, elle, par contre, veut rattraper son retard et est extrêmement forte. Donc l'augmentation des prix et les pénuries sont aussi liées à ça. Donc vous avez ces deux aspects. Le premier qui est structurel et qui peut durer, et le deuxième qui est plus conjoncturel et qui est lié à l'après-pandémie, ou en tout cas à la sortie de restrictions liées aux pandémies.